Qui n'a jamais connu une nuit sans réussir à s'endormir? Le sommeil, c'est vital, et pourtant on en parle trop peu, surtout chez les patients atteints de maladies chroniques. Dans cet épisode, j'accueille le professeur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre spécialiste du sommeil et de la chronobiologie. Il est responsable du centre Chronos à l'hôpital Bichat. C'est l'un des pionniers en France sur le lien entre troubles du sommeil, santé mentale et maladies chroniques, avec une expertise reconnue dans la recherche et la clinique. On va comprendre pourquoi les patients chroniques dorment mal, quels sont les vrais risques pour la santé et surtout comment retrouver un sommeil réparateur sans forcément passer par la case somnifère. Alors, prêt à plonger dans les bras de Morphée? On y va avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Anthony. Je suis très heureux que tu aies accepté de venir parler dans le podcast. Tu es professeur de psychiatrie à Bichat et à l'université Paris-Cité. Tu es spécialisé en médecine du sommeil. Tu es d'ailleurs président du collège des médecins du sommeil français. Et par ailleurs, quand je t'ai contacté, je me suis rendu compte que je te connaissais depuis longtemps puisqu'on était ensemble, alors pas à la même année, tu avais quelques années d'avance, ensemble à la fac à Mondor, à Créteil. Et puis j'ai réalisé aussi que je connaissais ton épouse puisqu'elle est néphrologue. Et donc ça me fait plusieurs raisons d'être très heureux de t'accueillir pour discuter de pathologies chroniques, d'insuffisance rénale et de troubles du sommeil. Bah écoute Anthony, c'est moi qui suis ravi. C'est vrai que c'était très très rigolo de te revoir sur l'excellent podcast que tu as et qui est passionnant. Et j'étais ravi que tu m'invites à venir papoter, à discuter ensemble du sommeil. Merci beaucoup. De manière générale, pour la population, de combien d'heures par nuit a-t-on besoin? Alors c'est une très bonne question. En fait, alors en moyenne, en termes de population générale, c'est globalement 7 à 9 heures la durée moyenne qui est donc recommandée. Après, c'est une moyenne vraiment de santé publique, de population générale. Au niveau individuel, ça ne veut rien dire. Chacun a son besoin, chacun a une durée qui lui est nécessaire. Pour connaître son besoin de sommeil, globalement, après 15 jours de vacances, quand on a bien récupéré, eh bien, on a un sommeil naturel qui apparaît et on peut repérer sa durée. Certains sont des petits dormeurs, c'est assez rare. D'autres, et ça, il faut avoir été petit dormeur dès l'enfance. D'autres, à l'inverse, sont longs dormeurs, dorment 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et par exemple, je le dis, je le rappelle, parce qu'il y a une mode, il y a un souhait d'être petit dormeur, d'être très efficace, d'avoir beaucoup de temps, parce qu'on pense souvent que le sommeil est inutile, ce qui est complètement faux, on va le voir. Mais je le dis souvent, Einstein, lui, dormait 12 heures et il a fait des choses pas trop mal. Hmm. Et quand tu dis petit dormeur, c'est combien d'heures? 4-5 heures? Alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est 5-6 heures, 4 heures, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rare. Donc, c'est plutôt vers 5-6 heures. Et effectivement, c'est souvent des gens qui, dès l'enfance, hein, dès l'adolescence, dormaient très peu. D'ailleurs, souvent, les parents se sont inquiétés hein, de voir qu'ils dormaient aussi peu, ont même peut-être consulté pour essayer de comprendre pourquoi l'enfant dormait aussi peu. Il faut savoir que dormir aussi peu, on voit ça comme quelque chose de génial parce que du coup, on peut faire plein de choses, etc. Mais souvent, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui viennent me voir. Eh bien, la nuit, quand tout le monde dort, c'est compliqué hein, de pas dormir. Il faut s'occuper, il faut faire des choses. Vous avez son époux, votre épouse à côté de vous qui effectivement dort. Quand tout le monde dort, bah, c'est pas forcément drôle. Voilà. Mais vraiment, la pathologie du sommeil, c'est quand on a un retentissement en journée, quand le quotidien va être impacté parce que le sommeil n'est pas suffisamment récupérateur ou n'est pas suffisamment de bonne qualité. Là, il y a une pathologie du sommeil. Si vous dormez peu, vous êtes en forme en bonne journée et que vous réussissez à tout faire et qu'il n'y a aucun retentissement, eh bien, vous pouvez considérer que peut-être vous êtes petit dormeur. Et donc, c'est sans conséquence, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant. Moi, je suis pas un petit dormeur, je suis pas non plus, on va dire, je suis dans la norme. Je suis quand même toujours très étonné quand j'ai des gens, et parfois même, comme tu dis, impressionnés, puisque tu te dis, waouh, ils peuvent faire plein de trucs. Des Mais gens ouais. qui te disent, moi, je dors 4 heures et je suis hyper productif et tout va bien. Mais c'est possible sans avoir de problème de santé? Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, en fait, il y a très peu de gens qui sont, comme tu le décris, petits dormeurs tous les jours depuis l'enfance et qui le vivent bien, qui ont aucun retentissement. Ça, c'est vrai petit dormeur, c'est tout à fait possible, c'est génétique.
Notamment, il y a le gène PER2 hein, qui code pour cette durée du sommeil. Souvent, il y a des antécédents familiaux. Il y a des gens dans la famille qui ont aussi été petits dormeurs. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est assez rare. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil. C'est-à-dire qui, en diminuant leur temps total de sommeil parce que bah, ils ont des contraintes socio-professionnelles, parce qu'ils veulent faire plus de choses en journée, ils vont vivre avec une privation chronique de sommeil, avec un manque chronique de sommeil. Et ça, par contre, on sait que le manque de sommeil, il y a des effets aigus, des effets directs, hein. Ça va entraîner plus d'accidents, plus d'erreurs, plus de fautes. Tchernobyl, par exemple, hein, c'est directement lié à un manque de sommeil. Nous, les médecins, bah, c'est les erreurs en garde, hein. C'est les erreurs la nuit où on manque de sommeil, et puis on va faire plus d'erreurs. C'est les erreurs aussi en conduite, hein. Malheureusement, le nombre d'internes et le nombre de médecins qui, après une garde en privation de sommeil, se sont endormis au volant et se sont crashés. Et puis, c'est les effets aussi à long terme, c'est les effets chroniques, hein. La privation de sommeil, c'est un stress pour le corps et ça va induire davantage de maladies. D'accord. Donc c'est dans ce cadre que tu peux parler de chronotypes, ceux qui sont, capables, enfin ce que tu disais un peu avant, de dormir, un peu moins versus ceux qui dorment un peu plus? Alors ça, alors c'est différent. C'est important que tu parles de cette notion-là. Là, c'est vraiment, on appelle ça en médecine, en sciences, la durée habituelle de sommeil. La durée habituelle de sommeil, c'est la durée c'est votre besoin en termes de quantité de durée de sommeil. Le chronotype, c'est la manifestation de l'horloge interne, de l'horloge biologique. Donc, c'est les rythmes circadiens, c'est les rythmes biologiques. Il y a deux grands processus dans le sommeil qu'on peut brièvement décrire. Il y a une horloge interne, donc on a 24-25 gènes circadiens, donc c'est les gènes de l'horloge qui s'exprime sur 24 heures. Et donc, il va y avoir comme ça des boucles, comme une sorte de montre suisse qui va tourner sur 24 heures et qui va donner l'horloge, qui va donner le rythme au corps, à l'ensemble des cellules du corps. Tout fonctionne sur 24 heures, hein. La mémoire, la fonction immunitaire, la fonction rénale, on va peut-être en parler aussi, les fonctions cognitives, hein. Vous savez si vous êtes plus du matin, plus du soir, si vous avez des choses importantes à faire, si vous êtes mieux le matin, mieux le soir, etc. Et donc cette horloge qui tourne sur 24 heures, l'expression de cette horloge biologique, on appelle ça le chronotype. Et de manière commune, on va appeler ça le fait d'être plus du soir ou plus du matin. Il y a des gens qui sont bien le soir, qui vont faire plein de choses le soir, et il y a des gens qui sont au contraire mieux le matin, très actifs le matin. Et ça, comme je le dis, c'est très très génétique, hein. On sait dans sa famille qui est du matin, qui est du soir. Ça fait souvent l'objet de blagues familiales d'ailleurs. Il y a Ouais. un deuxième processus physiologique qui est hyper important, c'est la pression de sommeil. On parle de processus homéostasique. En gros, plus on est éveillé, plus la pression de sommeil augmente. C'est notamment une accumulation d'adénosine. Et donc, on a un accumulateur comme ça. Donc, les deux vont se conjuguer. Votre pression de sommeil, qui va vous indiquer qu'il va falloir dormir, et puis votre horloge interne. Et ça, l'expérience de l'horloge interne, on en fait l'expérience, par exemple, lorsqu'on voyage. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Asie, votre horloge va être désynchronisée. Vous allez mettre quelques jours à vous resynchroniser sur l'heure locale. Parfois dans les médias, tu parles de syndrome de Chronos. Est-ce que c'est en rapport avec ce que tu dis? Alors, le syndrome de Chronos, c'est vrai que alors, Chronos, c'est une entité syndromique qu'on a identifiée dans l'équipe pour identifier plutôt le moment de bascule dans les troubles de l'humeur. Tu vois, avant de faire une dépression, avant de faire une manie, en fait, les gens le sentent. Ils disent là, je suis plus irritable, je suis plus fatigué, j'ai plus de mal à sortir du lit, j'ai plus de mal à me concentrer. Je sens que ma dépression revient. Et ce moment de bascule, finalement, c'est un ensemble de symptômes et de signes où il y a pas mal de perturbations du sommeil. Les gens sentent qu'ils dorment moins bien, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple typique du burn-out. Les gens avant un burn-out, qui est un équivalent de dépression pour beaucoup de patients, ils vont sentir qu'ils ont plus de mal à s'endormir, ils ruminent, ils ont beaucoup de pensées, ils vont fragmenter leur sommeil, c'est-à-dire ils vont se réveiller beaucoup de fois au cours de la nuit, ils vont avoir du mal à ouvrir leurs documents Word, ils vont avoir du mal à se concentrer au travail, ils vont avoir du mal à prendre du plaisir lorsqu'ils discutent avec leurs collègues. Ils sentent qu'à nouveau, eh bien, ils vont pouvoir retomber en dépression, ils vont pouvoir retomber en burn-out. Ces petits symptômes, tu vois, prédictifs d'une bascule immédiate vers une dépression, on appelle ça le syndrome de Chronos. Pourquoi? Parce que Chronos, c'était un titan dans la mythologie grecque
qui était capable de voyager dans le temps et donc de prédire l'avenir. Voilà. Et donc, on voulait identifier un syndrome prédictif d'une bascule vers une dépression ou vers un épisode maniaque qui est l'inverse de la dépression, une accélération, une augmentation de l'énergie et de l'humeur. Ouais, c'est génial, c'est vraiment un signe précurseur. Les troubles du sommeil, ça peut t'annoncer ta dépression ou ta récidive de troubles de l'humeur ou Exactement. Et nous, on a trouvé là sur une étude qu'on a publiée dans Bipolar Disorders que 90%, tu vois, des gens, avant un épisode de l'humeur, avant une dépression, sont en capacité de repérer, en fait. Donc en plus, c'est parce que souvent, c'est des maladies, quand tu as un trouble de l'humeur, c'est des maladies où il va y avoir des récurrences, il va y avoir des nouveaux épisodes que tu contrôles pas forcément, hein. Une dépression, c'est 8 à 9 mois en moyenne, non traité. Donc c'est long, c'est pénible, on peut plus aller travailler, on fonctionne plus comme avant avec sa famille, avec ses proches et tout. Et surtout, il y a pas du tout de contrôle, quoi. On subit ça, ça s'impose à nous. Si on est en capacité de repérer des signes annonciateurs d'une récurrence, d'une rechute, ben, ça va nous permettre d'agir vite, tôt, et d'empêcher toutes les conséquences d'un épisode. très bien. On va discuter maintenant des complications en cas de manque de sommeil chronique. C'est quoi le véritable risque de manquer de sommeil? Alors, manquer de sommeil de manière chronique, il faut savoir vraiment que le sommeil, c'est vraiment un des piliers de la santé, mais de toute la santé. Je parle beaucoup de santé mentale parce que je suis psychiatre, mais c'est aussi la santé rénale, la santé du cœur, la santé du foie, la santé des muscles pour pouvoir bien récupérer, bien régénérer, développer ses muscles. Euh, euh, c'est vraiment à la base de l'ensemble de notre santé et de l'ensemble des fonctions de l'ensemble de nos organes, comme bien manger, comme l'activité physique. Et donc, ce pilier vraiment de santé, dès qu'il est altéré, avec soit trop peu de sommeil, et c'est important de le dire, hein, là, les Français n'ont jamais aussi peu dormi. Il y a 1h30 de privation de sommeil en moyenne sur la population générale. C'est vraiment, c'est monstrueux. Et le coût, l'impact de cette privation de sommeil est en plus porté en majorité par les jeunes. Voilà. Qui sont en plus dans une période tout à fait cruciale de leur vie où ils vont aller à l'école, développer leur cerveau, développer leurs organes, faire leurs études. Et c'est le moment de leur vie où ils vont être le plus en privation de sommeil. Et c'est le moment de leur vie où ils ont le plus besoin de privation de sommeil. Moi, clairement, tu vois, Anthony, si je revenais à Créteil dans notre faculté de médecine, la manière dont j'ai traversé mes études de médecine, je ferais mais 20 fois plus attention à mon sommeil et à mes rythmes parce que Ah ouais. il y a un impact direct, tu vois, sur l'encodage, sur la mémorisation, sur ton humeur. Alors nous, on avait la chance d'avoir une fac où ça se passait plutôt bien, où on était plutôt des promos petites, où on était soudés, etc. Donc moi, j'ai plutôt un bon souvenir de mes études de médecine et ça s'est pas trop mal passé. Mais en tout cas, sur le sommeil, clairement, j'ai fait n'importe quoi. Et j'aurais fait Ah ouais. bien différemment. Donc, Bah, je pense qu'il y a vraiment une information, tu vois, importante à donner, quoi. et c'est surtout un risque cardiovasculaire? Alors, ouais, alors c'est un risque, ça augmente la mortalité. Déjà, faut savoir, c'est quand même le plus important. On a tous envie de vivre vieux. Il y a plein de vidéos sur comment vivre longtemps, voire être immortel et tout. Alors voilà, vous allez hypothéquer directement votre vie. Ça entraîne donc des processus d'inflammation, du stress oxydatif, de l'accumulation de protéines toxiques et tout ce qui est fonction régénératrice, récupératrice, ça va les impacter. Donc, vous voyez, il y a trois grands mécanismes par lesquels, en fait, les altérations du sommeil, elles vont impacter l'ensemble des organes. Vous allez mourir plus tôt, ça va impacter au niveau cardiovasculaire avec effectivement plus d'infarctus, plus de syndrome métabolique, donc plus d'hypertension, plus d'obésité. Là aussi, hein, c'est une idée reçue. On a l'impression que parce qu'on est éveillé, on crame des calories et donc on va maigrir. C'est complètement faux. En fait, si vous manquez de sommeil, vous allez avoir une dysrégulation sur tout ce qui est absorption lipidique, sur stockage des graisses, et vous allez grossir. Moins vous dormez, plus vous êtes en privation de sommeil et plus vous allez grossir. Et ça, on le sait tous un peu naturellement. Vous faites une garde, vous faites la fête, vous faites une nuit blanche, etc. Le lendemain, vous avez envie de sucre, vous avez envie de Mmh. McDo, vous avez envie de gras, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, il y a plus de Ouais. cancers aussi, hein. Ça, tout le monde a peur de faire un cancer. Que souvent, moi, je parle de psychiatrie, je parle de dépression, je parle de suicide. Personne n'a peur.
Tout le monde pense être protégé. La dépression, c'est les autres, le suicide, c'est les autres, les troubles anxieux, c'est les autres. Mais par contre, tout le monde a peur de faire Alzheimer, tout le monde a peur de faire un cancer, tout le monde a peur de faire un infarctus. Et donc, il faut savoir que l'ensemble de ces maladies sont augmentées par les altérations du sommeil. Très bien. Et quand tu as ce qu'on appelle la dette de sommeil, vulgairement, même moi, je le dis, moi j'ai une dette de sommeil parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai des enfants, etc. Est-ce que ça existe, avoir une dette de sommeil, et est-ce qu'on peut la rattraper? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, la dette de sommeil, on l'évalue, là, pour la population générale, environ d'1 h 30, mais ce qui, comme tu le soulignes là, est pas très informatif sur son plan personnel, quoi. Est-ce que moi, Anthony Corchia, néphrologue, papa, qui suis en dette de sommeil, est-ce que vraiment je suis en dette? Est-ce que vraiment ça impacte ma santé? Ce qu'il faut que tu évalues, c'est effectivement, voilà, sur ton besoin habituel de sommeil, et c'est ce que tu disais, tu as une idée à peu près de, t'es pas un long dormeur, t'es pas un court dormeur, mais globalement, tu es dans la moyenne plutôt basse. Je sais pas, tu vas me dire, tu dors 7-8 Ouais, je heures. dors, c'est ça, 7-8 heures, ouais. Ben, donc, est-ce que sur tes 7-8 heures que tu dors, actuellement, sur la semaine, tu t'impactes, combien tu impactes, combien tu perds en moyenne sur ta semaine? Ça peut être intéressant de l'évaluer. Et comment tu pourrais faire pour essayer, avec toutes tes contraintes, d'impacter le moins possible cette dette de sommeil? Parce que clairement, c'est une source de stress et c'est une source de. Moi, je dis souvent que les urgentistes, les anesthésistes, réanimateurs, etc., dans les professions médicales qui sont en privation chronique de sommeil, ceux qui travaillent la nuit, hein, normalement, tu sais que dans les recommandations, on ne devrait pas travailler de nuit plus de 5 ans. Parce que le Tout stress au long de pour le sa corps, vie? tout au long de sa vie, D'accord. tu ne dois pas Je travailler plus savais de pas. 5 ans. Parce que tu vois, c'est les recos, et normalement, à partir de 3 ans, il faut commencer déjà à des reconversions professionnelles. Quand tu es soignant, quand tu fais des gardes ou quand tu es infirmier et que tu travailles de nuit, tu peux pas faire ça. C'est ton Non. métier, quoi. Ah ouais. Mais normalement, on ne devrait pas faire ça plus de 5 ans parce que l'impact sur le corps, le stress sur le corps est trop important. Donc moi, ce que je te conseillerais, et ce que je conseillerais à tous ceux qui sont en dette de sommeil, c'est un, de l'évaluer dans la quantité. Le deuxième marqueur à regarder, c'est est-ce que on est somnolent? La somnolence, c'est des moments d'endormissement en journée, dans des situations où on ne voudrait pas s'endormir. Tu es en staff, tu es avec un patient, tu es au volant d'une voiture, tu es avec ta famille à table. Est-ce que tu piques du nez? Est-ce que tu t'endors? Voilà. Ou est-ce que tu es en train de regarder un film, en train d'écouter un podcast, etc. et tu t'endors alors que tu voulais pas t'endormir, tu veux écouter le podcast. Ça, c'est de la somnolence. Donc, ça veut dire que c'est un retentissement de ta durée. Donc, la durée, la somnolence. S'il y a oui à ces deux questions, bah, il faut faire en sorte de récupérer un sommeil. Ça peut être en journée, ça peut être une sieste, hein. Par exemple, pour récupérer, en ce moment, on parle beaucoup de la sieste, c'est assez à la mode. Et ce qui compte, c'est effectivement de ne pas être en privation de sommeil pour pas induire du stress sur le corps. Alors, précisément, la sieste, oui, moi j'ai aussi cette notion que la sieste, surtout des siestes courtes, c'est bénéfique. Mais il y a aussi parfois une information qui dit que si tu fais la sieste la journée, ça t'empêche de te coucher à la bonne heure, et donc tu entretiens ta dette de sommeil. Ouais, absolument. On parle même de jet lag social, tu vois, c'est quand, parce que c'est souvent le week-end qu'on va faire la sieste pour un peu récupérer, et donc c'est quand tu as un décalage entre tes heures de semaine et tes heures de week-end. Quand il y a un décalage de plus de 1 h 30 entre tes heures de semaine et tes heures de week-end, on parle de jet lag social. Ce jet lag, il est associé, et c'est très présent chez les adolescents, c'est pour ça que c'est une grande source d'inquiétude. C'est associé à plus de dépression, plus d'anxiété, plus de suicides, de moins bonnes performances étudiantes et scolaires, mais aussi au travail évidemment, et une mauvaise santé globale, notamment cardiovasculaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est attention à pas trop se décaler parce que l'entraînement des rythmes, il est hyper important. Et ça, on le sent très bien. On l'a vu, on a fait des études pendant le Covid, hein, et notamment pendant les périodes de confinement. Il y a plus de la moitié de la population française qui, pendant le confinement, en fait, a explosé ses rythmes. Et le fait d'avoir des rythmes irréguliers, eh bien, ça a été une source de mauvaise santé, à la fois mentale et physique. Et dès qu'on entraîne ces rythmes avec un travail, le fait de se lever le matin, d'avoir une activité physique, même juste le fait d'aller marcher ou de prendre son vélo pour aller au travail, le fait de voir des gens, de rencontrer des gens, voilà, bref, d'avoir des rythmes entraînés, eh bien ça déjà, c'est associé à une meilleure santé. Et le deuxième aspect qui est important et que tu soulignais qui est important, c'est-à-dire quand on souffre d'insomnie, on a des troubles du sommeil la nuit.
on a du mal à dormir, on dort pas comme on voudrait dormir. Si on fait une sieste en journée pour récupérer, eh bien, on va effondrer sa pression de sommeil dont on parlait en début d'émission. Et en effondrant sa pression de sommeil, eh bien, le soir, quand on va vouloir s'endormir, on aura encore plus de mal à dormir. Donc, on va galérer, on va abîmer son sommeil de nuit. La pression de sommeil va être mauvaise, on va dormir en journée. Du coup, on aura encore plus de mal à s'endormir. Or, dans le traitement de l'insomnie, on va jouer sur cette pression de sommeil. On va même faire parfois ce qu'on appelle une restriction du temps passé au lit. On va vraiment adapter la fenêtre de sommeil au temps de sommeil réel du patient avec insomnie. Et s'il n'a pas dormi du tout, imaginons il passe une très mauvaise nuit de 2 ou 3 heures, eh bien, on va l'empêcher de dormir sur le jour d'après pour utiliser cette pression de sommeil et que sur la nuit suivante, il ait une bonne pression de sommeil et il fasse une nuit complète. Et chez les patients insomniaques, lorsqu'ils refont l'expérience d'une nuit de sommeil complète et profonde, c'est souvent d'ailleurs le moment un peu de bascule où ils se disent, eh bien, c'est possible, je peux bien dormir à nouveau. Donc, si je comprends bien, plus ta dette de sommeil ou ton insomnie est sévère, et moins il faut faire de sieste. En fait, de toute façon, exactement, quand tu souffres d'insomnie, il faut surtout pas faire de sieste parce que tu vas utiliser cette pression de sommeil pour bien dormir la nuit et pour avoir un sommeil profond la nuit. Si tu dors en journée, tu vas aggraver les problèmes de sommeil la nuit. D'accord. Je fais une petite parenthèse qui est que attention quand même, c'est-à-dire que voilà, si vous faites un métier à risque, vous êtes pilote de ligne, vous êtes conducteur de transport public ou ce genre de choses, il faut pas être somnolent. Donc si avant de prendre votre travail ou eh bien, d'abord la somnolence, ça se traite. Il faut voir un spécialiste du sommeil, il faut voir un médecin du sommeil. Et évidemment, avant de prendre des risques, il vaut mieux faire une sieste et récupérer un petit peu pour pas prendre de risques par la suite. Mais le principe sur la sieste que tu évoquais, qui est que attention, des fois on déconseille mais la sieste. Oui, on déconseille la sieste pour ceux qui ont un mauvais sommeil de nuit parce que vous allez aggraver le problème de sommeil de nuit. D'accord. A-t-on une idée dans l'insuffisance rénale chronique, de la fréquence des troubles du sommeil? Alors c'est une très bonne question. Déjà, tu vois, il y a une étude qui est très rigolote qui a été faite, enfin rigolote pour nous médecins et scientifiques, qui montrait tout à l'heure, on parlait de la durée de sommeil. Et finalement, on disait qu'il y avait en quelque sorte une forme de courbe en U, c'est-à-dire moins on dort en population générale et plus la mortalité est importante, et plus on dort et plus la mortalité va être importante. Pareil pour les cancers, pareil pour les maladies cardiovasculaires, exception faite pour l'obésité, où là, c'est plus le sommeil est réduit, plus on grossit. Pareil pour les santé mentales, les pathologies psychiatriques, vous avez plus de troubles anxieux, plus de dépression, plus d'addiction, plus de suicides avec cette courbe en U. Moins vous dormez, plus vous avez tout ça, plus vous dormez, plus vous avez tout ça. Eh bien, pour le rein, et notamment pour les calculs rénaux, il y a une très belle étude avec une grosse cohorte américaine, plus de 30 000 sujets, publiée sur le journal de la Société américaine de néphrologie, où ils montrent que, en fait, on a cette même courbe en U. Moins on dort, plus on a de calculs rénaux et plus de risques de complications avec des maladies rénales chroniques. Et plus on dort, et plus pareil, on va avoir des calculs rénaux. Donc ça, c'est la première chose qu'on observe exactement pareil. Donc ces relations entre durée de sommeil et par exemple sur les calculs rénaux. Et sur la maladie rénale chronique, à proprement parler, là, vous avez vraiment quasiment un effet dose. Plus la maladie rénale va progresser, et plus on va avoir un impact sur le sommeil, et notamment la pathologie dont on vient de parler, l'insomnie. Là, sur certaines cohortes, on va jusqu'à 70% des patients, notamment chez les patients qui sont sous dialyse péritonéale. On a des études à plus de 70%, tu vois, de C'est patients énorme. qui souffrent d'insomnie. C'est monstrueux. Et chez les patients transplantés, là, les patients s'améliorent un peu sur leurs symptômes d'insomnie. Mais il y a un sous-diagnostic monstrueux de l'insomnie chez les patients qui souffrent de troubles rénaux et de maladies rénales chroniques. C'est vraiment une catastrophe. Ils sont pas diagnostiqués, ils sont pas traités. Or, il y a vraiment, et ça, il faut le dire, tu as, un cercle vicieux dont on pourra un petit peu reparler, mais, Mmh. mais très clair, qui est très connu entre maladie rénale et problème de sommeil. Ouais, alors là, tu vois, je le vois au quotidien, hein. Alors nous, peut-être un peu plus en hémodialyse parce que
Bon, la très grande majorité des dialysés, ils sont hémodialysés, ils sont pas en dialyse péritonéale. Je sais pas si tu as des données sur Si. l'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est pareil, tu as vraiment cette relation, plus ils avancent, et tu as, dans les dernières études, c'est plus de la moitié des sujets qui souffrent de troubles d'insomnie avec vraiment les critères de l'insomnie, c'est-à-dire au moins 3 nuits par sommeil avec un mauvais sommeil, avec donc 3 nuits par semaine pendant au moins 3 mois avec un retentissement diurne. D'accord. Est-ce que... Et tu vois, ouais. Ouais, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, après je te poserai la question. Je te remercie. En fait, tu vois, clairement, ceux qui sont dialysés, ils sont fatigués. Ouais, Tu as l'urémie qui va, plus l'urémie est augmentée, moins bien ils vont dormir, plus ça va les fatiguer. Mais plus le sommeil est impacté, plus ils vont être fatigués. Tu as des dysfonctions du système nerveux sympathique en lien avec le sommeil, mais tu retrouves les mêmes. Tu as une inflammation de bas grade liée au problème de sommeil que tu retrouves pareil chez les patients, tu vois, avec des maladies rénales chroniques. Tu as du stress oxydatif qui va s'accumuler parce que tu dors mal, parce que tu n'as pas ce lavage, tu vois, au niveau du cerveau, etc. Et on sait très bien que la maladie rénale chronique va aussi entraîner ça. Le sommeil va directement impacter les dysfonctions endothéliales, tu vois, donc aussi les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, qui est aussi, enfin vraiment le nombre de patients diabétiques et hypertendus chez vos patients dialysés ou insuffisants rénaux, c'est monstrueux. Donc, tu as une espèce de cercle vicieux globalement qui se fait.